Bienvenue dans ce nouvel entretien du mois, réalisé en coproduction par le site laregionale.info et le site politiqueafrique.info. Comme chaque mois, nous recevons une personnalité politique. Aujourd'hui, au cœur de l'actualité de la semaine, le président du Front populaire ivoirien, le FPI, M. Affi N'Guessan. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Merci de nous recevoir. Le plaisir est partagé. À la veille d'une action que vous projetez de mener, mercredi 5 octobre, devant l'Assemblée nationale, un sit-in. Cette action a été interdite par la préfecture d'Abidjan. Est-ce que vous allez la maintenir? Oui, elle est maintenue parce que la décision de la préfecture s'appuie sur le fait que nous n'avions pas déposé de demande de manifestation. Or, cela a été fait depuis lundi dernier, à la fois au ministère de l'Intérieur, mais plus précisément à la préfecture de région. Et ce matin même, ce matin mardi, il était prévu que nous ayons un entretien avec le préfet de police. Donc, pour le moment, nous considérons que nous avons rempli toutes les formalités. La manifestation en Côte d'Ivoire étant régie par le principe de l'information et non de l'autorisation. Monsieur le Président, vous considérez que vous avez fait toutes les formalités, mais cette réunion avec le préfet de police a-t-elle eu lieu? Pour le moment, je n'ai pas encore approché les camarades qui sont chargés de cette question. Mais dans tous les cas de figure, la manifestation a lieu parce que nous avons informé les autorités compétentes de notre souhait de manifester. Si l'interdiction est maintenue, maintiendrez-vous quand même la manifestation? Comme je vous l'indique, pour le moment, la manifestation est maintenue. Si d'aventure un changement devait s'opérer, nous tiendrons nos militants informés. Mais pour le moment, ils doivent retenir que la manifestation est maintenue. Vous assumez le fait qu'il pourrait y avoir des débordements si la manifestation est interdite? Mais il n'y a pas de risque de débordement. En ce qui nous concerne, c'est une manifestation pacifique. Nous allons, conformément à notre droit dans une république démocratique, de nous exprimer, de faire connaître notre opinion sur un projet qui ne nous plaît pas, qui ne nous paraît pas aller dans le sens de l'intérêt national. Et je ne pense pas que le régime soit opposé à la liberté d'expression, à la liberté de manifestation. Mais manifester quand une manifestation est interdite, on peut dire que c'est un peu une provocation quand même, non? Le principe de l'interdiction n'existe pas dans le droit ivoirien en matière de manifestation. Il y a la nécessité d'informer les autorités et les autorités doivent prendre les dispositions pour l'encadrer. Sinon, si le droit de manifester est soumis au caprice du pouvoir, comprenez que c'est la démocratie qui est menacée. Mais il n'y a pas que le critère du caprice qui puisse être en question, mais celui de la sécurité, vous ne pensez pas? Oui, mais alors la question de la sécurité se négocie avec ceux qui veulent manifester. Il faut leur expliquer et il faut qu'ils comprennent qu'évidemment il y a un risque sécuritaire, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Donc je vous redemande, allez-vous rencontrer le préfet de police? Nous sommes à sa disposition. Nous avons écrit, nous pensons que nous aurons une rencontre. Je suis persuadé que les autorités ivoiriennes feront en sorte que nous nous rencontrions pour en parler, pour que nous voyions les dispositions à prendre pour que cette manifestation se tienne dans la sécurité, de façon pacifique, et que les opposants aient la possibilité de s'exprimer sur ce projet de constitution. Sur le fond, quel est l'intérêt d'un sit-in? Je veux dire, quel est l'impact en termes de message, puisque vous allez entrer en campagne référendaire très prochainement et que vous allez faire campagne pour le non? C'est le même intérêt qu'on observe dans tous les pays démocratiques. En France, par exemple, lorsque les manifestants se déploient dans la rue pour contester la loi travail ou pour contester le mariage pour tous, c'est une façon de montrer aux gouvernants que ceux qui ne sont pas d'accord avec l'initiative gouvernementale sont nombreux, qui sont déterminés et qu'il faut tenir compte de leur opinion. Sur cette réforme constitutionnelle, on vous a vu dans un premier temps soutenir l'initiative de la réforme avant d'en rejeter la procédure, puis le texte lui-même. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Non, nous n'avons jamais soutenu l'initiative. Nous avons dit que nous ne sommes pas opposés. Nous ne sommes pas opposés à un projet de réforme constitutionnelle. Parce que le pays a connu de graves affrontements, une grave crise qui a duré près de 20 ans. Qui prend une part de sa source dans la Constitution. Il est donc logique qu'au sortir de cette crise, les Ivoiriens pensent à la refondation à la fois de la Constitution et des institutions. Alors pourquoi le rejetez-vous? Nous le rejetons parce que ce ne sont pas les Ivoiriens qui sont en œuvre à l'heure actuelle. C'est un individu qui a une volonté,
qui a un désir et qui a pensé à sa constitution, donc à un système qui va lui permettre d'assouvir ses ambitions personnelles, qui est en mouvement. Et donc, nous ne pouvons pas accompagner ce mouvement parce que ce mouvement n'est pas opéré dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire, n'est pas opéré pour résoudre les problèmes du pays, pour prendre en compte, je dirais, le diagnostic de la grave crise que le pays a connue et pour prendre en compte aussi les ambitions, la vision des Ivoiriens pour l'avenir. Donc, étant donné que tout cela n'est pas pris en compte, nous ne pouvons pas accompagner et nous demandons que le projet soit reformulé dans une dimension inclusive. Mais c'est quand même le peuple qui va décider à la fin s'il adopte ou pas cette constitution. Donc l'inclusion du peuple, elle est in fine, c'est le souverain. Mais le peuple a le droit de le dire avant la date fatidique de l'élection. L'élection n'est pas la seule forme d'expression démocratique. Et dans beaucoup de pays, et même aujourd'hui en Afrique, on voit bien que les élections produisent plus de problèmes que l'absence même d'élection. Mais il n'y a aucune disposition dans le projet de constitution que vous pourriez retenir, par exemple l'introduction du « ou » à la place du « et » concernant la nationalité ivoirienne des parents de tout candidat. Ça, c'est quand même une mesure à laquelle vous pourriez aspirer. Oui, mais la constitution est un tout. On ne choisit pas de façon détaillée. Chacun ne choisit pas ce qui lui plaît dedans. C'est un tout, c'est apprendre à laisser. Mais cette disposition, est-ce qu'il faut l'introduire ou pas ? Nous ne sommes pas opposés. Depuis 2003, tout le monde en Côte d'Ivoire est d'accord qu'il faut réformer l'article 35. Voilà. Donc, ce n'est pas cela la cause de notre opposition. La cause de notre opposition porte d'abord sur l'organisation institutionnelle. Le fait qu'on veuille créer un poste de vice-président, on ne nous dit pas pourquoi. Le fait qu'on veuille instaurer le bicaméralisme et que dans ce système, un tiers des députés seront nommés, disons des parlementaires, seront nommés par le président de la République. Nous considérons cela comme un grave recul. Et dans aucun pays en Afrique ou à l'heure actuelle, on ne peut penser à un tel système. C'est donc la marque d'une volonté de reculade, d'une volonté de caporalisation des institutions, d'une extension inadmissible du pouvoir exécutif. Et nous ne pouvons pas, en tant que démocrates, soutenir une telle proposition. Vous voulez dire que l'instauration d'une deuxième chambre est une extension du pouvoir exécutif? C'est la nomination d'un tiers des parlementaires par le chef de l'État dans une république démocratique. Un tiers, ça ne fait pas une majorité. Oui, mais le principe même de la séparation du pouvoir, où est-ce qu'on la met? La démocratie, c'est d'abord la séparation des pouvoirs. Si le président nomme à la fois les ministres, les magistrats, les officiers généraux de l'armée, et qu'il doit aller nommer en plus des députés, des parlementaires, dans quel système nous nous trouvons? Et on veut nous faire avaler ça en 2016. Nous n'acceptons pas ça. C'est arrivé ailleurs. Oui, mais pas en Côte d'Ivoire. On ne peut pas le faire en Côte d'Ivoire. Nous nous sommes trop battus pour la démocratie, pour les libertés, pour accepter qu'en 2016, on revienne gravement en arrière en autorisant le chef de l'État à s'immiscer dans les législatifs. Vous avez interpellé ma curiosité en disant qu'il y a un homme qui suit un dessein personnel avec cette Constitution. Vous voulez dire quoi exactement? Quel dessein personnel? Nous voulons dire que cette Constitution, elle est faite pour permettre à M. Ouattara d'instaurer son système, son hégémonie, de pérenniser son pouvoir, de consacrer la mainmise du RHDP sur la Côte d'Ivoire. Parce vous pensez que la Constitution qui a été la première Constitution de la Côte d'Ivoire n'est pas faite à l'image de son créateur, que la Constitution de la Ve République n'est pas à l'image du président de Gaulle? Enfin, il y a quelque chose d'assez logique dans tout ça. Ah bon? Vous pensez que c'est logique qu'un homme construise une Constitution pour lui-même? Non, parce qu'ensuite elle est pérenne. C'est ça l'objectif. Non, mais la Constitution de la Ve République, elle a fait appel aussi à tous les Français. Ils ont participé à l'élaboration. Il y a eu des commissions qui ont été mises en place, qui ont regroupé les représentants de toutes les couches françaises pour réfléchir. Mais ici, en un mois, de façon expéditive, on veut nous imposer une Constitution. Personne, à l'heure où je vous parle officiellement, n'est informé du contenu de cette Constitution. À aucun moment, les Ivoiriens n'ont été appelés. Or, une constitution, comme on le dit, c'est l'âme du peuple, l'âme de la nation. C'est un contrat. C'est la loi fondamentale, c'est le fondement du contrat social, c'est-à-dire le contrat entre les Ivoiriens. Mais comment peut-on dire que cette constitution qui va à l'Assemblée est un contrat entre les Ivoiriens? Où est-ce qu'on les a convoqués pour qu'ils discutent de ce contrat? Désormais, l'âge minimum pour être candidat à l'élection présidentielle est abaissé à 35 ans et le plafond est supprimé. Est-ce que c'est une bonne chose? C'est une mauvaise chose de supprimer le plafond. Mais nous comprenons que ce plafond est supprimé parce qu'on veut qu'un certain nombre d'individus puissent continuer à prétendre à la direction du pays.
Sinon, nous ne comprenons pas pourquoi, alors que la Constitution de 2000 fixe le plafond à 75 ans, on décide de ne pas le lever. Quel problème cela pose et à qui cela pose problème? Ramener le plancher à 35 ans, chacun peut avoir son opinion. Je n'y vois aucune objection majeure, quoique je pense que 40 ans serait un âge idéal, mieux indiqué pour une certaine maturité. Une certaine maturité pour quelqu'un qui ambitionne de diriger la Côte d'Ivoire. Mais dans tous les cas, tout dépendra des Ivoiriens de savoir si à cet âge-là, on a des candidats qui ont fait la preuve de leur capacité à diriger un pays comme la Côte d'Ivoire. Au-delà de la procédure dont on a compris que vous l'avez rejetée, qu'est-ce que vous auriez proposé, vous, comme type de constitution et comme mesure constitutionnelle? Quel serait votre choix? Pour qu'on comprenne, on voit bien en quoi vous êtes contre, mais vous êtes pour quoi? Nous pensons qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a un certain nombre de problèmes. Et la Constitution doit poser les fondements de la résolution de ces problèmes. On a d'abord des problèmes ethniques. Je ne crois pas qu'en instituant un poste de premier et de vice-président, on règle cette question. Cette question est totalement absente de la Constitution. Or, il faut voir comment faire pour sortir de la Côte d'Ivoire du tribalisme. Comment faire pour instaurer en Côte d'Ivoire une laïcité plus généreuse, plus ouverte et qui nous préserve des risques que nous voyons venir à l'horizon, à savoir la radicalisation de certains mouvements extrémistes religieux. Il faut que la Constitution pose les jalons d'une régionalisation. La crise que nous avons connue tire pas de sa source dans les frustrations que certaines populations éprouvent parce qu'elles considèrent que tout est concentré. Tout est concentré, que la centralisation trop excessive, que les ressources nationales ne sont pas suffisamment équilibrées. Comment faire pour que toutes les régions puissent bénéficier d'une part substantielle? Donc la question de la régionalisation et non du régionalisme que le chef de l'État nous propose. La question de la bonne gouvernance. Comment limiter le pouvoir de l'exécutif? Comment faire pour que, parce qu'on est ministre, parce qu'on est chef d'État, on s'approprie tous les pouvoirs et on fasse ce qu'on veut, sans contrôle? Donc la question de la limitation du pouvoir exécutif. La question de l'équilibre avec le Parlement. Comment garantir davantage de pouvoir au Parlement pour contrôler l'exécutif? Et non pas seulement en fin de mandat. Sortir d'un système présidentiel? Sortir d'un système trop autocratique, trop présidentialiste. Autocratique. Voilà. Trop présidentialiste. Oui, trop présidentialiste, où le pouvoir présidentiel est trop exorbitant. Comment limiter, comment garantir l'indépendance de la justice? Le Conseil constitutionnel, qui a été au centre de la crise. Comment faire que ce soit un organe indépendant dans sa composition, une composition plus ouverte? Convenez, monsieur la désignation de son chef. Convenez, monsieur le Président, que si l'UFPI était au Parlement, il pourrait faire entendre cette voix-là lors de la discussion parlementaire qui va s'ouvrir mercredi. Bien sûr. Mais il n'y est pas. Il n'y est pas. Donc, il s'exprime. Donc, c'est dommage de boycotter les élections parce que maintenant, vous ne pouvez pas vous exprimer dans les instances qui sont faites à cet effet. Oui, mais parce qu'on ne pouvait pas le faire. Lorsque vous ne pouvez pas aller au travail, vous n'allez pas au travail. Vous pouvez dire, c'est dommage, je n'ai pas le salaire à la fin du mois, mais c'est parce que vous n'étiez pas dans les dispositions d'aller au travail. C'est la même chose pour le FPI. S'il n'a pas les moyens d'aller aux élections, on va constater qu'il est absent. Il lui appartient de voir quelles sont les formes qu'il met en œuvre pour pouvoir s'exprimer, et c'est ce que nous faisons en dehors du Parlement. Oui, c'est ça qui est dommage, justement. Oh, mais ce n'est pas forcément parce qu'on est au Parlement qu'on peut avoir plus de résultats. Mm-hmm. Souvent, on est au Parlement, mais on peut aussi être obligé d'utiliser la rue pour s'exprimer. Mm-hmm. Dans les relations avec le pouvoir actuel, on vous a vu dialoguer avec lui, puis on vous a vu refuser l'invitation au dialogue plusieurs fois, un coup oui, un coup non. Alors, quelle est votre position par rapport au dialogue national? J'aimerais bien comprendre ça. Au dialogue. Le dialogue est un moyen d'action politique. Donc nous l'utilisons quand cela est nécessaire, quand cela est possible. Quand ça vous arrange? Donc quand ça arrange le dialogue, quand ça permet aux deux parties d'avancer autour des questions qui les divisent. Mais si, et vous refusez dans quelles circonstances? Il y a un blocage du dialogue, il faut recourir à d'autres formes d'action. Mais le blocage, quel est-il? Mais le blocage, c'est l'absence de dialogue sur la question de la Constitution, l'absence de procédure inclusive sur la question de la Constitution. Si aujourd'hui le chef de l'État décide d'arrêter tout cela et de convoquer les représentants de toutes les couches sociales pour leur poser le problème de l'opportunité d'une révision constitutionnelle et qu'on met en place une commission constitutionnelle et qui commence à travailler, nous n'avons pas d'objection.
Nous tous, nous allons apporter nos critiques, nos propositions dans cette commission. Et puis, avec l'appui, en ce moment, d'experts, l'ensemble de ces forces vives vont produire quelque chose qui sera soumis au peuple. Mais nous ne pouvons pas rester dans un dialogue lorsque un acteur joue en solo et essaie d'imposer sa volonté à tout le monde. Mais est-ce que vous reconnaissez qu'il y a eu quand même des efforts de la part du président et du gouvernement dans le sens du dialogue avec l'opposition, notamment évidemment la libération des prisonniers de la crise post-électorale, dont vous-même, Monsieur le Président, le déblocage des avoirs, ça, ce sont des actes qui ont été posés. Mais ces personnes ne devraient pas être en prison. Ces personnes ne devraient pas être en exil. Donc, le fait qu'elles soient dans ces postes-là sont une incongruité, une aberration et une situation inacceptable. Donc, traîner à libérer les prisonniers politiques, à faire rentrer les exilés, à dégeler les comptes ne constitue pas pour moi une avancée. Donc vous faites un bilan négatif du dialogue entamé avec le pouvoir? Je ne dis pas que le bilan est négatif, mais il est insuffisant. Les avancées sont trop faibles, trop timides, il y a trop de résistance à mettre fin à la crise post-électorale de 2010-2011. On a fait les élections de 2015 et aujourd'hui nous continuons à traîner les séquelles de la crise de 2010-2011. Ce n'est pas normal. Mais après un mandat, quel regard portez-vous sur la gestion du pouvoir d'État par le président Ouattara? Je pense que moi, je me focalise sur les insuffisances. C'est votre rôle d'opposant, bien sûr. Bien sûr. Et je pense qu'en matière de réconciliation nationale, il y a de graves insuffisances. En matière de justice, c'est la catastrophe. On est toujours dans la justice des vainqueurs. La justice, en définitive, n'existe plus en Côte d'Ivoire. Lorsqu'on regarde, en dehors même de la dimension politique, la manière dont les questions économiques, les questions sociales sont traitées par les magistrats, on est scandalisé. La question de la sécurité, elle reste encore pendante. La question de l'emploi, du chômage, de la cherté de la vie. La sécurité. Oui, la sécurité avec les microbes, c'est le signe de ce qu'il n'y a pas encore totalement de sécurité en Côte d'Ivoire. Avec les coupeurs de route. Vous savez très bien que même les indices internationaux montrent que la sécurité s'est beaucoup améliorée dans les 5 dernières années. Oui, si elle a évolué, mais elle reste préoccupante. Et lorsqu'on interroge les Ivoiriens, la question revient. Vous consultez certainement les sondages qu'ils ont faits. Faisons un exercice incongru en tant qu'opposant. Est-ce que vous trouvez grâce à quelque chose qui est fait par ce gouvernement? Ce que je peux noter, c'est qu'avec l'arrivée au pouvoir de ce nouveau régime, les bailleurs de fonds ont ouvert toutes les bourses. Ça, on peut considérer que c'est peut-être... Mais évidemment, c'était tout à fait logique. À partir du moment où ce sont les bailleurs de fonds qui ont accompagné ce régime, ils ne pouvaient qu'ouvrir les bourses. Cela a permis d'injecter de l'argent dans les infrastructures, quoique ces infrastructures soient mal dimensionnées et mal réalisées, mais on observe qu'il y a des travaux. On parle de croissance, mais croissance tirée essentiellement par ces investissements dans les infrastructures. Ça, c'est une réalité qu'il faut savoir dire. Mais on aurait pu faire mieux. Parce que ces moyens colossaux qui ont été injectés n'ont pas profité à l'économie, n'ont pas profité aux Ivoiriens, n'ont pas permis aux Ivoiriens d'améliorer leur pouvoir d'achat, n'a pas permis à la Côte d'Ivoire de résoudre de graves problèmes dans l'éducation nationale et dans la santé, par exemple. Donc, ce sont des insuffisances importantes. Je voudrais qu'on aborde la question du FPI, au sein duquel, dans votre propre parti, votre leadership est contesté par une partie de vos militants qui sont proches de M. Sangaré. Ils refusent de dialoguer, de discuter avec vous. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un risque d'éclatement du FPI à terme? Non, le FPI ne peut pas éclater puisque nous sommes à la tête du FPI et que nous conduisons. Peut-être que des militants peuvent décider de... Eux considèrent que c'est vous qui avez quitté le FPI, c'est étrange. Mais où se trouve le FPI? Est-ce que le FPI, c'est dans la légalité, dans l'organisation qui participe aux élections, qui discute avec le gouvernement, qui est reçu par les représentations diplomatiques? Ou bien est-ce que le FPI, c'est l'organisation informelle, clandestine, dirigée par Sangaré? Il faut savoir. Moi, je sais que je dirige le FPI, que le FPI est le parti qui est reconnu, que dernièrement, j'ai été invité aux États-Unis par... le NDA et par le Parti démocrate, que quand je vais en France, on me reçoit à l'Élysée, au Quai d'Orsay. Donc, pour moi, c'est ça le FPI que... Mais est-ce que ce n'est pas un handicap pour vous, justement, pour pouvoir parler aux autorités et puis même à l'extérieur en termes de représentation?
Mais vous savez, la question de la représentation, c'est une question relative. Hein. Dans tous les partis politiques, des dirigeants sont aussi... aucun dirigeant ne peut prétendre faire l'unanimité dans son parti politique ou même dans son pays. Le tout, c'est que nous sommes le parti légal et que nous conduisons notre action pour le Front populaire ivoirien. Et nous avons une ligne. Ils disent que le FPI ne doit rien faire tant que l'ancien président Gbagbo n'est pas libéré. Et vous dites quoi? Ce n'est pas notre position. Nous disons que le FPI doit continuer de se battre parce qu'il a été créé pour servir la cause de la Côte d'Ivoire et pour servir la cause des Ivoiriens. S'il y a des Ivoiriens qui sont en difficulté, qui sont incarcérés de façon injuste, il appartient au FPI de se battre pour eux. Mais son action, sa mission ne peut pas se limiter à cela. Et ils vous soupçonnent donc d'avoir abandonné Laurent Gbagbo? Ce sont eux qui ont abandonné la lutte. Parce que non, je parle du président Gbagbo. Oui, mais leur opinion... il n'y a aucun élément pour dire que c'est leur opinion qui est la plus pertinente et qui est la plus objective, qui est sacrée ou sainte. Non, chacun est libre d'avoir une opinion. Est-ce que vous pensez que le statut officiel de chef de l'opposition, qui est en préparation, notamment dans une loi, et dont vous devriez bénéficier en tant que leader de ce parti, est-ce que ça va permettre de vous aider à imposer votre leadership au FPI? Mais je ne me bats pas pour imposer un leadership. Je me bats pour servir une cause. Et ce qui est important, c'est de voir est-ce que les Ivoiriens adhèrent à cette cause. S'ils adhèrent, si cela permet d'imposer un leadership, je ne peux considérer cela comme une conséquence. C'est une bonne chose, ce statut? C'est un objectif de dire imposer un leadership. C'est une bonne chose, ce statut de chef de l'opposition? C'est une bonne chose. Personnellement, au départ, j'avais une attitude mitigée sur l'intérêt d'un statut, mais lorsqu'on regarde la pratique politique en Afrique de façon générale et en Côte d'Ivoire en particulier, on se dit que ce n'est pas mauvais qu'il y ait une loi qui fixe les droits des opposants, qui fixe les droits des partis de l'opposition. Ça s'appelle une avancée démocratique? Oui, c'est une avancée démocratique. C'est une avancée. Si cette loi est prise et appliquée, ce serait une avancée. Monsieur le Président, oui. Qu'est-ce qui fait courir Afia N'Guessan? La cause de la Côte d'Ivoire, pays pauvre, endetté, et qui a besoin de se relever, qui a des potentialités, qui aurait pu être un grand pays développé si ces potentialités étaient bien gérées par les pouvoirs publics, si les institutions fonctionnaient correctement, si la démocratie était une réalité, si les droits de l'homme étaient préservés et respectés, il aurait pu être un grand pays comme tous les autres pays développés du monde. Et donc, nous, en tant que cadres ayant bénéficié des moyens de l'État pour nous former, ayant une expérience de ce qui se passe à travers le monde, nous ne pouvons pas accepter que notre pays, je dirais, persiste dans la crise, dans la misère, que lorsque vous allez à l'intérieur du pays, vous visitez des villages, vous soyez attristés du délabrement dans lequel vivent les populations de ces régions. Et c'est cela qui nous motive, c'est cela qui nous pousse à dire qu'il faut moderniser la gestion du pays. Il faut instaurer la démocratie, parce que sans la démocratie, sans les libertés, sans des motivations pour mettre tous les Ivoiriens au travail, sans l'égalité des chances à tous les niveaux, la Côte d'Ivoire ne peut pas s'en sortir. Il faut donc se battre. Monsieur Afia N'Guessan, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.